Juillet 2011, un automobiliste de 29 ans est tué sur une aire de repos de l'autoroute A31. J'ai été réveillé en sursaut à 2h30 par un coup de feu. Et après, j'ai entendu 3 autres coups de feu. Le meurtre de Xavier Baligan ressemble à une véritable exécution. On a plusieurs balles qui sont tirées, dont la dernière presque à bout portant. Qui pouvait en vouloir à ce jeune touriste belge? Je ne connais pas d'ennemi. Non. Il n'en a jamais eu d'ailleurs. S'est-il arrêté par hasard sur cette aire de repos? On peut tout imaginer. On peut imaginer que quelqu'un lui a fixé rendez-vous, que quelqu'un le menaçait. Les enquêteurs fouillent la vie personnelle de la victime. Ça donnait quand même l'impression du complot amoureux, très clairement. Et si Xavier Baligan s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment? Les routes françaises, c'est Chicago. Oui, c'est Chicago. Il y a certains conducteurs qui se sont fait braquer. Il y avait quelqu'un devant la cabine avec un pistolet. Aujourd'hui, les investigations se poursuivent. Tout est mis en œuvre pour que l'affaire aboutisse. Nous sommes dans l'est de la France, sur l'aire de Malvaux, au bord de l'autoroute A31. C'est ici, à une trentaine de kilomètres de Nancy, qu'un touriste belge a été froidement abattu le 19 juillet 2011. Xavier Baligan n'avait que 29 ans. Il rentrait de vacances avec ses 2 enfants. Ce jeune père de famille a été tué en pleine nuit alors qu'il souhaitait juste se reposer quelques instants avant de poursuivre sa route. Qui a tué Xavier Baligan ? Quelles pouvaient être les motivations du meurtrier? Les gendarmes de la section de recherche de Nancy ont creusé de nombreuses pistes, mais aucune jusqu'à présent n'a permis d'identifier l'auteur des faits. Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Lundi 18 juillet 2011. Xavier Baligan, jeune père de famille belge, termine ses vacances dans un camping ardéchois, où il a passé une semaine avec ses parents et ses 2 enfants, Dylan et Jordan. Son père, Jean-Luc Baligan, se souvient de la fin du séjour de son fils. Il m'avait dit, papa, je retournerai le 17. Pour finir, on a parlé un petit peu. Puis je dis, c'est l'anniversaire de ta maman, profite-en encore un jour. Et c'est ainsi qu'il est resté encore un jour avec nous. Xavier Baligan décide de partir en début de soirée. On a soupé. Et vers 8 heures, il a fallu qu'il s'en aille, quoi. Le jeune homme informe alors son meilleur ami Laurent Bourdon de son retour. Il m'a envoyé un SMS en disant « Écoute, je quitte mon lieu de vacances, on se fait un barbecue quand je rentre. » Je lui ai répondu, je l'appelais Xavier. Et je répondais « Ok Xavier, quand tu veux, avec plaisir, mais ça se fera l'occasion de se voir. » Et c'est le dernier échange SMS que j'ai eu avec lui. À 20h, le jeune père de famille dit au revoir à ses parents et prend la route avec ses 2 petits garçons de 4 et 7 ans. Le voyage est censé durer toute la nuit, 10 longues heures pour rejoindre la Belgique, durant lesquelles Dylan et Jordan devraient dormir. Xavier Baligan est divorcé depuis quelques années. Son ex-femme, Michaela Jacobeus, attend le retour de ses enfants. Il devait être là au matin. Mais je ne savais pas exactement à quelle heure il partait. Non, il ne m'avait pas donné d'heure. Michaela Jacobeus partage alors la vie d'un nouveau compagnon. Bon, ce soir-là, j'essaie de me mettre au lit. Je sais que j'ai été me coucher très tard. En regardant mon téléphone, voir si j'aurais des nouvelles, mais rien. À 2h du matin, Xavier Baligan décide de s'arrêter sur l'aire de Malvaux, une aire de repos de l'A31, à une trentaine de kilomètres au sud de Nancy. Au même instant, un patrouilleur de la société d'autoroute ramasse des détritus sur l'aire de repos, située juste en face de celle où le père de famille vient de garer son véhicule. C'est alors que plusieurs détonations claquent dans la nuit. Il est 2h15 du matin. Le patrouilleur appelle le poste de contrôle pour signaler l'incident. On lui demande de se rendre sur place. En empruntant la voie de service, le patrouilleur parcourt en à peine 5 minutes la distance qui le sépare de l'aire de Malvaux.
À son arrivée, il distingue immédiatement à proximité des toilettes le corps inanimé d'un homme gisant dans une mare de sang. La scène est d'une violence inouïe. À 2h45, les gendarmes du peloton d'autoroute de Colombey-les-Belles arrivent sur les lieux. Ils trouvent dans la sacoche de la victime des papiers d'identité belge au nom de Xavier Baligan. Les autorités françaises préviennent immédiatement la police de la ville de Nivelles, d'où est originaire la famille Baligan. Les forces de l'ordre belge sont chargées d'apprendre la nouvelle à l'ex-femme de la victime. C'est José Oliveira, son compagnon de l'époque, qui accueille les policiers. En plein milieu de la nuit, je ne sais pas vraiment vers quelle heure, on est réveillé par la police de Nivelles. Donc je me demande ce qui se passe, je peux voir Madame Jacobéus. Donc il me réveille et bon, j'étais un peu paniquée. Pour quelle raison? Il me dit ah, la police est là, il faut que tu te lèves. Là, c'est mon cœur qui commençait à battre parce que quand mes enfants sont pas près de moi et qu'on me dit police, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, d'un coup de massue, M. Baligan s'est suicidé. Voilà ce que la police de Nivelles dit. C'est suicidé. Là, c'était la catastrophe. Je pense que je ne me souviens plus exactement dans quel état j'étais, mais j'étais hystérique. J'étais devenue vraiment hystérique. Tout ce que je voulais, c'était de partir au plus vite, parce que j'avais l'impression qu'on pouvait encore le sauver. Sur l'aire de Malvaux, les gendarmes poursuivent leur première constatation. Ils remarquent la présence d'un véhicule immatriculé en Belgique. Ils découvrent à l'intérieur de l'habitacle 2 petits garçons à moitié endormis. Leur mère est immédiatement avertie que ses 2 enfants sont sains et saufs. La jeune femme décide de prendre la route avec son compagnon pour rejoindre ses fils. On a juste une adresse où il faut aller les chercher. On n'a rien de plus. Les enfants sont là-bas, partir tout de suite et pendant 400 km, ça a été une des pires expériences de ma vie. Ça. Sur le trajet, Michaela appelle les parents de Xavier Baligan. Et pas en pleine nuit, le téléphone qui sonne. Je dis, c'est ça. Je prends le téléphone, je décroche, puis j'entends une voix qui... Au départ, une voix qui pleure et qui crie ou ça. Mais après, je me rends compte que c'est Michaela qui... Et alors, elle me dit, Jean-Luc, elle dit, je ne sais plus qu'est-ce qu'il doit faire. Elle dit, il paraît que Xavier s'est suicidé sur l'autoroute. Suicidé? Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais il n'oserait jamais se suicider et abandonner ses enfants. Je dis, c'est pas possible. Maintenant, je sais bien qu'elle dit. C'est vraiment comme si le monde s'écroulait, là. J'ai pris mon GSM, j'ai fait le numéro de Xavier. On ne parlait plus. Ne parvenant pas à joindre Xavier, Jean-Luc Baligan tente d'appeler son plus jeune fils Olivier. Cette nuit-là, j'avais coupé mon GSM et je vois après un message vocal. Vous avez reçu un message vocal de mon papa ou ma maman, je ne sais plus lequel des deux. Et après, j'ai appris, voilà, ma maman. Et je lui ai ressonné tout de suite et elle m'a dit « Ton frère s'est suicidé ». Je lui ai dit « Si maman, c'est pas possible. Xavier n'était pas à suicider, il était très bien dans sa tête, il était avec les petits en plus, il était avec vous, je vois pas pourquoi il se suiciderait. C'est une erreur, maman ». Et après, elle m'a dit « Non », et en pleurant, en criant. Enfin, c'était assez bizarre ce moment-là parce que je me souviens de ma mère qui disait « Il s'est suicidé ». Olivier Baligan part immédiatement avec sa sœur en France. Au même moment, ses parents quittent leur camping ardéchois et remontent à toute vitesse vers les lieux du drame. C'est à la gendarmerie de Colombey-les-Belles, à 3 km de l'aire de Malvaux, que la famille Baligan se retrouve. Ils apprennent alors la vérité sur les circonstances de son décès. Contrairement aux premières informations transmises par la police belge, Xavier Baligan ne s'est pas suicidé.
Il a été froidement abattu. Son père, gendarme à la retraite, est totalement abasourdi. Je dis, c'est pas possible, je dis. Non, c'est pas un suicide, je dis. Donc, je dis, écoutez, est-ce qu'il est mort? Ça, je pense que je lui ai demandé plusieurs fois. Vous êtes bien certain qu'il est bien mort? Oui, il est bien mort. La mère de Xavier Baligan demande à voir le corps de son fils. Et alors le capitaine répond que vaut mieux garder un bon souvenir de votre fils. Ça sera plus joli. Ben, moi, en étant le gendarme, j'avais compris qu'il y avait eu un souci. Alors je lui ai demandé est-ce qu'il était touché à l'abdomen. Il me dit oui. Déjà là, j'avais compris aussi. Et je dis, il y a la tête, alors je dis. Ben oui, ça va. J'avais compris qu'on ne pouvait pas le voir parce que ça, j'en ai déjà vu. C'est pas toujours beau à voir. Xavier Baligan n'avait que 29 ans. Je ne l'admets pas qu'il soit mort. Je ne m'en mettrai jamais d'ailleurs. Les premiers gendarmes arrivés sur la scène de crime ont procédé dans la nuit à un gel des lieux sur un périmètre de 50 mètres autour du corps de Xavier Baligan. Le lendemain matin, à 8h10, le vice-procureur de Nancy arrive sur l'aire de repos. Une information judiciaire est ouverte contre X pour homicide volontaire. L'enquête sur le meurtre de l'A31 débute. C'est la section de recherche de Nancy qui est chargée de mener les investigations. Pour faciliter leurs recherches, les techniciens en identification criminelle de Nancy divisent la scène de crime en 3 secteurs distincts. Le premier est celui du bâtiment qui abrite les toilettes, à proximité immédiate du corps de Xavier Baligan. Le second comprend les parkings de l'aire de Malvaux, où sont toujours garés de nombreux routiers. Enfin, les techniciens en identification criminelle distinguent une 3e zone, la partie boisée, qui longe l'aire de repos. Nicolas Jacquard, journaliste au Parisien, a suivi l'affaire Baligan depuis ses débuts. Dès le départ, les gendarmes décident de frapper fort et de ne rien laisser au hasard sur cette scène de crime. On a plusieurs dizaines de gendarmes qui vont se déployer sur l'aire de Malvaux, qui vont tout geler, comme on dit dans le jargon, qui vont verrouiller complètement cette aire d'autoroute, à la fois pour ne pas qu'il y ait de véhicules ou de personnes de l'extérieur qui viennent polluer cette scène, et puis aussi pour qu'à l'inverse, les gens qui potentiellement ont pu voir quelque chose, les chauffeurs routiers par exemple qui sont sur place, ne puissent pas sortir de ce dispositif et passer entre guillemets entre les mailles du filet, afin que les gendarmes ne passent pas eux-mêmes à côté de certains indices. Une course contre la montre va alors s'engager. Le corps de Xavier Baligan a été retrouvé à proximité des toilettes pour femmes de l'aire de Malvaux. Il repose sur le dos, les pieds en direction de la zone boisée. Les techniciens en identification criminelle trouvent rapidement 4 douilles à proximité immédiate du corps du jeune Belge. Ces étuis vont très clairement donner une idée du chemin parcouru par le tueur. Bernard Lucas est expert en armes et en balistique. Il nous explique quelles informations donnent la position des douilles. On ne peut pas baser une recherche sur la position d'un étui. Dans la mesure où on a 4 étuis qui vont être situés sur une même ligne, là effectivement on va dire qu'il y a une cohérence et ça va donner une forte suspicion de trajet. À savoir qu'on peut supposer que le tireur s'est déplacé et a tiré tout en se déplaçant en suivant un chemin bien précis. Les experts ne retrouvent pas d'autres douilles. Pourtant, le patrouilleur qui a signalé l'incident est persuadé d'avoir entendu 5 détonations. Les gendarmes décident alors d'étendre leurs recherches dans la zone boisée qui borde l'aire de repos. Si on fait une recherche d'étui à l'extérieur dans l'herbe, on conçoit que c'est infiniment plus compliqué, voire impossible, que dans une pièce. Trouver un étui dans de l'herbe qui a été piétiné par les secours, qui a été piétiné par les enquêteurs, ça peut s'avérer impossible, même avec un détecteur de métaux. À 12h30, un médecin légiste arrive sur l'aire de Malvaux pour procéder à la levée de corps. Le docteur Sylvain Lenné est spécialisé en balistique lésionnelle.
Il a réalisé de nombreuses autopsies de victimes tuées par arme à feu. Une fois que les techniciens d'identification criminelle ont fait leur prélèvement et qu'on risque moins de polluer la scène, ils vont nous demander d'examiner le corps. Donc là, on va être effectivement obligé de le retourner pour rechercher des orifices de l'autre côté du corps. Lors de son premier examen externe du corps, le légiste recense la présence de nombreuses plaies. On va vraiment à l'essentiel, essayer de voir le nombre d'orifices, l'aspect orifice d'entrée, orifice de sortie, et faire une première approche. Première approche du nombre de tirs et des directions. Au cours de son examen, le médecin légiste découpe la lanière de la sacoche de Xavier Baligan. C'est à ce moment-là qu'il découvre sous le bras droit de la victime une 5e douille, identique aux 4 autres. Une douille tachée de sang. La position de cet étui laisse fortement supposer que le tueur se tenait à une très courte distance de sa victime quand il a tiré sa dernière balle. L'étude d'une plaie située sur le menton de Xavier Baligan confirme cette hypothèse. Ce dépôt noirâtre périorificiel, donc autour de cet orifice, est assez évocateur d'un coup tiré de très près, à bout portant, mais à une faible distance, voire à bout touchant. Un balisticien de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, est chargé de faire sur la scène de crime une première analyse des douilles. Dans un premier temps, lire ce qu'il y a décrit au culot. Peut-être qu'il y aura la réponse immédiate. Et s'il n'a pas la réponse, à l'aide d'un pied à coulisse, il va prendre différentes cotes. Et s'il trouve un 7,5-55 et qu'il est suffisamment pointu techniquement parlant ou qu'il a sa documentation avec lui, il va dire c'est un 7,5-55 suisse, donc probablement tel ou tel type d'arme qui a été utilisé. Pour le balisticien, l'arme du crime est un fusil de l'armée suisse. Pour en déterminer avec précision le modèle, les douilles sont envoyées en expertise à l'IRCGN. Après avoir établi les premiers éléments médicaux et balistiques, les gendarmes poursuivent leurs investigations en s'éloignant du lieu de découverte du corps. Sur le parking occupé par les routiers, aucun indice n'est prélevé. Les enquêteurs s'orientent ensuite vers la zone boisée. Ils découvrent alors que le grillage anti-gibier qui borde l'aire de Malvaux a été très récemment sectionné. Fabien Spang est un garde-chasse de la région. Comme on voit derrière, il est un peu aplati, il a été découpé par endroits, il y a des rucines un peu partout. Étant donné que là, on a un chemin de bois qui est parallèle à l'autoroute et à l'aire de repos, donc il est très facile de passer au-dessus, d'aller se promener dans les bois ou de faire autre chose. À côté de ce grillage, les techniciens en identification criminelle découvrent 2 éléments qui attirent leur attention. Tout d'abord, une trace de pas incomplète, à quelques mètres de la portion du grillage découpé. Mais aussi un mégot de cigarette à 1 mètre de là. Un mégot quasiment intact et qui n'a pas été détérioré par les pluies des derniers jours. Le tueur a-t-il fumé une cigarette à cet endroit? Est-il passé par le trou dans le grillage pour surprendre sa victime? A-t-il fui à travers les bois? Les enquêteurs vont tenter de répondre à toutes ces questions. Nous sommes, Jean-Marc, à l'endroit même où Xavier Baligan a été abattu. Grâce aux douilles retrouvées sur la scène de crime, les enquêteurs ont établi un scénario plausible de la séquence criminelle. Le tueur a tiré une première fois alors qu'il était posté à une quinzaine de mètres de sa victime. Puis il s'est rapproché, tirant 4 autres balles, le dernier tir étant une véritable mise à mort. Oui, l'auteur des faits n'a laissé aucune chance à Xavier Baligan. Il s'agit d'une véritable exécution. Ce qui est étonnant dans le mode opératoire, c'est que le meurtrier continue à avancer en tirant sur sa victime. En général, dans la plupart des homicides commis par arme à feu, le tueur se trouve soit à distance de sa victime, soit il est dès le départ tout près de sa victime et il tire à bout portant ou à bout touchant. Là, c'est tout à fait inhabituel et ça fait penser à une scène de film ultra violente. Autre indicateur de cette violence, le tueur a utilisé une balle de calibre 7,5-55, comme celle-ci. C'est un projectile redoutable qui fait des dégâts très importants. Est-ce que vous avez déjà été confronté dans votre carrière à ce type de munitions? Personnellement, jamais.
et je ne connais pas d'homicide qui ait été commis avec des munitions de ce calibre. C'est un calibre extrêmement bruyant, c'est un calibre qui est tiré par une arme encombrante, à savoir un fusil de guerre de l'armée suisse. C'est pas l'arme idéale pour commettre un homicide ici, dans les circonstances dans lesquelles il a été commis. On a vraiment l'impression que le tueur était sûr de lui. Il agit à découvert sur un lieu public où des voitures risquent d'arriver à n'importe quel moment, même si ça se passe à 2 h du matin. Il ne peut pas non plus ignorer que des routiers dorment dans leur camion en stationnement. Et pourtant, cela ne l'arrête pas. Oui, ça prouve la détermination de l'auteur des faits. Ça peut faire penser à un règlement de compte. Et dans ce cas-là, l'auteur a tout prévu, et notamment la manière de s'enfuir sans être inquiété. Il se peut aussi que Xavier Baligan, à cet endroit, se soit trouvé témoin involontairement d'un trafic illicite, et auquel cas il est devenu un témoin gênant qu'il fallait éliminer. Et puis, troisième hypothèse, l'acte d'un déséquilibré qui tire sans se soucier de l'environnement. En découvrant que le grillage qui sépare l'aire d'autoroute de la campagne environnante a été récemment sectionné, les enquêteurs se demandent si le tueur n'a pas emprunté ce passage pour venir et repartir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien sûr une possibilité. Le tueur a très bien pu arriver en voiture sur la petite route, être venu jusqu'à l'aire de stationnement ici à pied, puis une fois son meurtre commis, il est reparti en toute discrétion. Les gendarmes espèrent que les chauffeurs routiers présents au moment du crime pourront leur apporter de nouvelles informations. Ils vont donc tous être entendus quelques heures après le meurtre. On a tous ces routiers, une vingtaine, 24 précisément, qui vont être interrogés par les gendarmes et qui doivent l'être tout de suite, puisque les routiers, par définition aussi, doivent, eux, repartir. Il y a 6 nationalités différentes. On a des gens qui ne sont là que de passage et dont les gendarmes peuvent légitimement penser que pour certains d'entre eux, ils ne les reverront pas ou jamais. Donc là, l'urgence aussi pour les gendarmes, c'est d'entendre autant que possible tous ces routiers-là pour savoir s'ils ont vu, entendu, noté quelque chose. Les routiers sont allemands, russes, polonais, roumains, espagnols, italiens et français. 6 interprètes sont donc appelés pour procéder à leur audition. Christian Dahn est l'avocat de la famille Baligan. Rapidement, la gendarmerie va entendre les différents camionneurs qui se trouvent sur cette aire d'autoroute. On peut considérer qu'à proximité des faits, on interpelle les camionneurs. Alors ils sont suspects, oui, mais ils sont peut-être plutôt et surtout témoins ou auraient pu être témoins. Jean-Noël Forest intéresse particulièrement les enquêteurs, car son camion est égaré la nuit du crime, à proximité de la voiture de Xavier Baligan. Le matin, moi, je me suis réveillé, j'avais le réveil qui devait sonner à 4h30, 5h moins le quart. Donc j'ai mis mon camion en route, j'ai fait mon café, et d'un seul coup, j'ai vu arriver 2 gendarmes. Ils m'ont demandé d'arrêter le camion et d'attendre là, que leur collègue allait venir me parler. À la demande des gendarmes, Jean-Noël Forest se rend à la gendarmerie de Colombey-les-Belles. Il est immédiatement questionné sur le déroulement de la nuit qu'il vient de passer sur l'aire de Malvaux. Donc je suis arrivé le soir, ça devait être 8h30, 9h moins le quart, pour faire ma coupure. Alors, je suis arrivé là tranquillement, et donc il n'y avait plus de place côté camion. Je me suis mis à l'embout où il y avait la place des voitures. Mais il n'y avait pas de voiture du tout, et j'étais tout seul. Après avoir garé son camion sur un espace théoriquement réservé aux voitures, Jean-Noël Forest se couche. Il s'endort vers 22 h, sans que rien de particulier n'attire son attention. J'ai été réveillé en sursaut à 2h30 par un coup de feu. Et après, j'ai entendu 3 autres coups de feu. Au premier coup de feu, ça m'a levé de ma couchette. Inquiet, le routier reste à l'abri dans sa cabine. Sans signaler sa présence, il cherche à voir dans ses rétroviseurs, ce qui peut expliquer ces détonations. Je me suis assis sur le siège chauffeur, sans allumer la lampe, sans rien, j'ai rien vu à gauche. En revanche, dans son rétroviseur droit, le routier remarque alors la présence d'une voiture qui n'était pas là à son arrivée. J'ai vu la voiture quand j'ai regardé de mon côté droite. Quand j'ai écarté le rideau, j'ai voyé le phare de la voiture parce qu'elle était garée légèrement de biais. Donc le phare droit dépasse un peu l'arrière droite de mon camion. Ce véhicule est celui de Xavier Baligan. Mais de son poste d'observation, Jean-Noël Forest ne peut apercevoir les 2 petits garçons qui attendent le retour de leur père à l'intérieur de la voiture. Il ne peut pas non plus voir le corps de Xavier Baligan. Je ne voyais pas ce qui se passait sur les toilettes parce qu'il y a une petite haie qui camoufle un petit peu, donc je ne voyais pas ce qui se passait. Jean-Noël Forest est resté aux aguets pendant quelques minutes.
j'ai pas vu de voiture sortir du parking, parce que je voyais la sortie du parking. J'attendais un petit moment, vu qu'il sortait pas de voiture, j'ai dit bon, ma foi, j'ai vu que personne ne bougeait des camions non plus. J'ai pas bougé, moi. Après avoir utilisé des tamponnoirs pour détecter d'éventuels résidus de poudre sur les mains des 24 routiers présents au moment des faits, et fouiller systématiquement les remorques de leurs véhicules à la recherche de l'arme du crime, les enquêteurs de la section de recherche de Nancy concluent que l'assassin de Xavier Baligan n'est pas l'un des camionneurs. Pourtant, certains témoignages les étonnent. Comment se fait-il que seulement 4 routiers aient entendu les détonations? Le premier camion qui était garé sur le parking, il aurait dû l'entendre, parce qu'il n'était pas plus loin que moi. Et moi, je l'ai entendu, la cabine fermée, je l'ai entendu. Donc, tout le monde pouvait l'entendre. Comment se fait-il alors qu'aucun routier ne soit sorti de son camion au moment des faits? Les autres chauffeurs, par exemple, l'auraient mieux vu que moi. Parce que moi, vu que je le voyais, moi j'étais passé les toilettes, que celui-là qui était garé, ils étaient garés sur le parking des camions, s'ils avaient entrouvert peut-être légèrement leur rideau, ils auraient peut-être vu quelqu'un. Sur ces aires d'autoroute règne un petit peu une loi du rien vu, rien entendu. Chacun fait ses affaires. Et l'idée pour les routiers qui ont roulé toute la journée, c'est vraiment de se reposer, de fermer les rideaux de la cabine et de ne rien voir, de ne rien entendre. Et quand bien même il se passerait quelque chose, d'ailleurs certains routiers le disent, voilà, il ne s'agit pas de mes affaires, je ne vais pas prendre de risques, je ne sais pas ce qui s'est passé, je reste dans mon camion, dans ma bulle. Jean-Luc Baligan ne s'explique toujours pas aujourd'hui l'attitude des camionneurs. Ce que je ne comprends pas, c'est la passivité des gens qui sont sur l'autoroute, qui ont entendu les coups de feu. Parce que moi, ce que je ne comprends pas non plus, c'est que le type sur l'aire d'autoroute de l'autre côté entend des coups de feu, se rende compte que c'est des coups de feu, lui vient voir sur le parking, alors que tous les camions qui sont à 10 mètres d'où il a été tué, il n'y en a pas un qui bouge. Le père de Xavier Baligan est choqué par le comportement des chauffeurs routiers et on peut le comprendre. Sur les 24 qui se trouvaient sur l'aire de repos au moment du crime, aucun n'est sorti de son véhicule et surtout aucun n'a prévenu les secours. Ils ont pourtant tous forcément entendu les détonations, vous ne croyez pas? Tous peut-être pas. En revanche, j'ai du mal à croire que seuls 4 d'entre eux aient entendu les coups de feu. Bon, ils ont peut-être eu peur, ils ont préféré rester tapis dans la cabine de leur camion. En revanche, ce qui est incompréhensible, ce qui est inadmissible, c'est qu'aucun d'entre eux n'ait prévenu les secours. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je pense que les routiers présents ce soir-là sur cette aire d'autoroute ne tenaient pas à être mêlés à une affaire judiciaire de peur de prendre du retard dans leur livraison. Et puis, ils savent très bien qu'ils sont beaucoup plus vulnérables en étant à l'extérieur de leur cabine qu'à l'intérieur. En effet, à l'extérieur, ils peuvent se faire braquer et voir le camion et son chargement partir sous leur nez. En ce qui concerne l'appel au secours, beaucoup d'entre eux étaient de nationalité étrangère et ne connaissaient pas nécessairement nos numéros d'appel d'urgence, le 15, le 17, le 18. Et puis, d'une manière plus générale, Arnaud, dans toutes les affaires criminelles et délictuelles, on observe une certaine passivité de plus en plus des témoins. Les témoins ne se manifestent pas, ne bougent pas, et c'est très, très dommageable. Le chauffeur routier que nous avons interrogé était garé près de la voiture de Xavier Baligan. Son témoignage apporte une précision importante. Selon lui, aucune voiture n'est sortie de l'aire d'autoroute après les coups de feu. Est-ce que c'est forcément la preuve que le tireur est reparti à pied en franchissant le grillage qui mène au petit bois derrière l'aire de Malvaux? Non, pas nécessairement. Le chauffeur routier n'a pas dû regarder bien longtemps dans son rétroviseur. La preuve, c'est qu'il n'a pas vu arriver la voiture du patrouilleur qui a découvert le corps. Il se peut tout à fait que le tueur soit reparti par la bretelle qui mène directement à l'autoroute sans que le chauffeur ne le voie. Alors les gendarmes de la section de recherche de Nancy veulent désormais savoir qui était Xavier Baligan. Ils cherchent dans la vie de la victime des éléments qui pourraient expliquer ce meurtre aux circonstances exceptionnelles. Xavier Baligan est né le 19 février 1982 à Nivelles, une petite ville bourgeoise au sud de Bruxelles, où vit sa famille depuis 3 générations. Pierre Huard est le maire de cette commune depuis plusieurs années.
Nivelles, c'est une petite ville. Enfin, à l'échelle de la Belgique, c'est une ville de taille moyenne. La Grand Place est devenue un lieu de convivialité et j'ai envie de dire que, enfin, au sens évidemment large, que tout le monde vit ensemble à Nivelles. Dès lors, la famille Baligan, elle est connue à Nivelles. Xavier Baligan est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Il grandit entouré de ses frères et sœurs et de son meilleur ami. J'ai rencontré Xavier, nous avions 6 ans, à l'entrée de l'école primaire. J'ai débarqué tout droit de Bruxelles et il m'a accueilli à l'école, comme si on se connaissait depuis toujours. Je me rappelle de ça, parce qu'il m'a vraiment accueilli comme un ami accueille quelqu'un alors qu'on ne se connaissait pas. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, on avait 6 ans. Les 2 garçons deviennent inséparables, sans pour autant oublier d'inviter dans leur jeu Olivier, le petit frère de Xavier. C'est un grand frère protecteur. Il essaie toujours de régler tout par lui-même, quoi. Jamais il me laisserait tout seul me débrouiller. Ils ont toujours formé, je vais dire, avec Laurent Bourdon, Olivier et plusieurs autres amis, je vais dire, une jeunesse exemplaire, je vais dire. Xavier était assez présent dans la vie associative et donc il avait énormément de copains, de copines. C'est quelqu'un qui avait une vie sociale très développée, au même titre d'ailleurs que son père et son grand-père. Xavier Baligan s'investit énormément dans les activités de Nivelles, notamment dans un groupe folklorique qui participe tous les ans au carnaval de la ville. Des moments inoubliables pour son père. Je l'ai fait à fond avec lui et depuis lors, je ne l'ai plus jamais fait. C'est bien simple, quand c'est le carnaval, mon épouse et moi, nous partons de Nivelles. C'est trop dur. En grandissant, Xavier Baligan prend conscience de son pouvoir de séduction. C'était quelqu'un qui était beau gosse, comme on dit. Et il le savait, il savait en jouer, mais quand il fallait, sans exagérer. Il savait en jouer quand il fallait, ouais. Ouais. Il savait qu'il plaisait aux femmes et il avait cette façon d'en jouer, de faire le gars pas sûr de lui, alors qu'il savait très bien. Il le savait très bien. À 19 ans, le jeune homme a un véritable coup de foudre pour Michaela Jacobéus. Le séducteur est alors fou amoureux. On prenait des cours du soir tous les deux, donc dans la même école, située ici à Nivelles. Et c'était un échange de regards dans les couloirs. C'était la classe juste en face de la mienne. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je me rappelle très bien quand il me l'a présenté d'ailleurs. C'était, je servais dans un bar ici à Nivelles. Il m'a téléphoné en me disant « Je peux passer s'il te plaît ?» Et je lui ai dit « Oui, bien sûr, tu passes sans problème. » Xavier est arrivé avec donc Michaela, il me l'a présenté ce jour-là. La première chose que moi je me suis dit avant de la connaître, parce que je ne la connaissais pas, je me suis dit « Waouh !» Non mais c'est vrai, vraiment je me suis dit « Waouh !» Là il a tapé haut. Et en me disant, il était chercher quelque chose d'inaccessible. On était très différents. Et c'est ce qui fait qu'on se comprenait et ce qui fait qu'on arrivait à s'entendre. Je pense que les extrêmes s'attirent, entre guillemets. J'ai un caractère très fort et lui, c'était celui qui me tempérait un peu. Xavier Baligan emménage très rapidement avec Michaela. 2 petits garçons, Dylan et Jordan, naissent de leur union. Xavier adorait les enfants. C'était, vous auriez vu Xavier avec un enfant, c'était... Les enfants faisaient ce qu'ils voulaient de lui parce qu'il il savait pas dire non à un enfant, Xavier. Tout en ayant une certaine discipline derrière, parce qu'il donnait une excellente éducation à ses enfants, mais ouais, je pense qu'il était un peu papa gâteau. Ouais. C'était un père vraiment, pour ça il n'y a rien à dire, il était formidable. Le jeune couple s'installe à une vingtaine de kilomètres de Nivelles. Xavier Baligan travaille alors comme ouvrier de production de vaccins, pour le compte d'un grand groupe pharmaceutique. Heureux dans sa vie conjugale, il s'éloigne peu à peu de ses parents. Un éloignement dont Michaela serait responsable. Je dirais qu'elle était plutôt à couper les ponts, enfin... Pas spécialement, elle n'avait pas l'esprit famille parce qu'elle est venue de Roumanie, elle a été adoptée et elle n'a pas eu de lien avec sa maman ni son papa. Comme elle n'a jamais eu ça, elle n'a pas voulu que mon frère continue à avoir ce lien parce qu'à un moment on s'est vraiment perdu de vue.
Au fil des années, les relations entre le jeune père de famille et son épouse vont peu à peu se dégrader. Après, je pense, 5 ou 6 ans, il y a eu une certaine routine qui s'est installée. Donc je suis un petit peu devenue la maman au foyer, s'occupant de ses 2 enfants, lui qui allait travailler. Et ce n'est pas vraiment la vie dont je rêvais. Je me suis dit, si c'est pour vivre malheureux et que les enfants le soient aussi, autant prendre chacun son envol de son côté. C'est ce que j'ai fait, je suis partie et puis bon, les choses se sont enchaînées. Hein. En 2008, le divorce est prononcé. Mais les ex-époux restent en très bons termes, bien que Michaela partage à cette époque la vie d'un autre homme. J'étais sa confidente et lui le mien. Ça a toujours été aussi ma seule famille, entre guillemets. C'était le père de mes enfants et n'ayant pas de famille ici en Belgique, je savais qu'à n'importe quel moment dans ma vie, je pouvais compter sur lui. Xavier Baligan obtient la garde de ses fils la semaine et les 2 petits garçons rejoignent le domicile de leur mère chaque week-end. Mais le temps qui passe n'aide pas le jeune père divorcé à accepter la séparation. Xavier n'aimait qu'une personne au fond et c'était à l'époque son ex-épouse parce qu'ils ont été divorcés. Il lui aurait dit maintenant je veux que tu reviennes. Il n'aurait pas réfléchi 2 secondes, ça j'en suis persuadé. Dans sa tête, sa femme c'était la mère de ses enfants, Michaela, ça c'est sûr et certain. Ouais. Les funérailles de Xavier Baligan ont été organisées à la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles. Ils sont alors des centaines à venir rendre un dernier hommage à celui qui était considéré comme un enfant de la ville. À travers ce qu'a subi la famille Baligan, c'est toute la communauté nivelloise qui a souffert et donc tout le monde s'est recueilli en hommage à Xavier. Les cartes de condoléances, j'ai encore rien ouvert non plus. C'est dans une boîte chez moi, j'ai pas encore eu le courage de tout ouvrir. Apparemment, rien dans la vie de Xavier Baligan ne permet d'expliquer son meurtre sur l'aire de Malvaux. Je n'ai pas ressenti de peur ou de frayeur, ou je n'ai rien ressenti qui me disait que ça n'allait pas en tout cas. Je ne connais pas d'ennemis. Non. Il n'en a jamais eu d'ailleurs. Comme la plupart des aires d'autoroute, l'aire de Malvaux est équipée d'un système de caméras vidéosurveillance. La zone, située à proximité des toilettes, étant éclairée, les gendarmes espèrent bien découvrir sur les images la silhouette et pourquoi pas le visage du tueur. Ils espèrent aussi vérifier si Xavier Baligan était suivi par un ou plusieurs véhicules à son arrivée sur le parking. Les enquêteurs se transportent donc de toute urgence au PC de la société d'autoroute. On a une caméra, ce qu'on appelle une caméra boule, qui est perchée au-dessus d'un mât, une trentaine de mètres de hauteur au niveau de l'aire d'autoroute. Et malheureusement, les images de cette caméra de vidéosurveillance ne sont pas enregistrées. Ce sont des images en temps réel. Et là encore, malheureusement, les gens du PC d'autoroute en charge de la vidéosurveillance, qui se trouvent à Chaumont, n'ont rien vu à ce moment-là, au moment où le meurtre s'est déroulé. Pourtant, cette caméra boule est dotée d'un capteur haute définition. Son zoom aurait pu permettre de voir le meurtre de Xavier Baligan dans ses moindres détails. Malheureusement, au moment des faits, la caméra était orientée de manière à filmer la circulation et non l'aire de Malvaux. Pour les transporteurs routiers, la vidéosurveillance n'est pas suffisante pour assurer la sécurité sur les aires d'autoroute. Dans le temps, il y avait le peloton de gendarmerie qui se déplaçait, qui sillonnait jour et nuit sur les aires de repos de partout, que maintenant ils sont derrière la caméra mais ne surveillent plus le peloton d'autoroute. Pierre Lambert est gérant d'une société de transporteurs routiers. Nous, on pense qu'il faudrait avoir plus de surveillance. Plus de surveillance parce qu'on est en face de nous à une mafia. À une mafia qui est en face de nous, qui a peur de rien. En discutant avec la gendarmerie, en discutant même avec eux, parce que je vois quand on a quelques soucis de boches découpées ou du vol de gasoil, des choses comme ça, quand on va porter plainte, il me dit on est en face de nous de bandes organisées. Seul dans la nuit, Xavier Baligan était très vulnérable, comme l'explique la psychologue Hélène Romano.
Dans les statistiques, je crois qu'il y a beaucoup plus d'agressions sur les aires d'autoroute que sur les aires de station-service, des services d'autoroute. C'est un endroit isolé, un endroit où il n'y a pas de défense possible, un endroit où il n'y a pas d'appel au secours possible. Donc inévitablement, chez des personnes mal intentionnées, ça va être des espaces de passage à l'acte extrêmement faciles. Ces zones d'aire d'autoroute sont des zones à risque, sans inquiéter trop de personnes, et d'autant plus à risque la nuit, quand les repères sont totalement mis à mal par l'obscurité. Aucune caméra, aucun gendarme ne surveillait l'aire de Malvaux le soir du crime. C'est pourtant une zone réputée pour sa dangerosité. On a remarqué des trafics qui étaient un peu louches, des véhicules qu'on ne connaissait pas, qui se prenaient, qui passaient dans les bois. Donc on s'est toujours un peu douté qu'il y avait quelque chose de louche, quoi. L'aire de Malvaux est le dernier arrêt avant un péage très surveillé. Arrivé au péage de J, il y a souvent des contrôles de gendarmerie et ou des douanes. Donc ici, on quitte l'autoroute, on fait quitter l'autoroute à la marchandise. Et on peut passer tranquille. Après, on est sur une départementale, on peut aller un peu n'importe où. Les trafiquants, les voleurs peuvent aisément entrer ou sortir de l'aire de Malvaux, au niveau du grillage bordant la zone boisée. Grillage qui, le soir du meurtre, était sectionné. On a le sentiment que c'est un lieu de passage régulier, de gens avec beaucoup moins bien intentionnés qui se servent de ce passage un petit peu discret, secret, pour aller commettre d'éventuels larcins sur l'aire d'autoroute. Et on a un transformateur qui est posé le long d'un grillage qui sert un petit peu de marchepied, ce grillage qui est ouvert et qui permet à quelqu'un, à une voire plusieurs personnes, de disparaître et de se fondre dans la nuit, dans la nature, de manière très rapide et à l'abri de l'ensemble des regards. Et si Xavier Baligan avait été le témoin d'un trafic auquel il n'aurait pas dû assister? Et s'il s'était tout simplement retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment? J'ai pensé que c'était tout de suite, c'était le hasard, c'était pas lui qui devait se trouver là à ce moment-là. Il n'a pas eu de chance en fait. Régulièrement, des affaires défraient la chronique. Les agressions d'automobilistes se multiplient. La horde sauvage de 5 individus semant la panique sur les routes de l'Est de la France à la fin des années 90 est très emblématique de cette nouvelle délinquance. Les routes françaises, c'est Chicago. C'est Chicago. Il y a certains conducteurs qui ont été braqués. Ils se sont fait braquer. Il y avait quelqu'un devant la cabine avec un pistolet qui regardait si le véhicule bougeait, si le chauffeur ne mettait pas en route pour se sauver, et il braquait le camion. Les gendarmes de la section de recherche de Nancy n'ont trouvé aucun témoignage leur permettant d'identifier des voleurs ou des trafiquants sévissant sur l'aire de Malvaux à l'époque du meurtre de Xavier Baligan. Cette piste est donc abandonnée. Pourquoi avoir tiré sur Xavier? On ne peut même pas dire que c'est un drogué qui essaie de le voler. La gendarmerie de Nancy m'a restitué son argent et j'ai été au centime près. Quelque part, rien ne colle. On a une exécution, on a plusieurs balles qui sont tirées, dont la dernière presque à bout portant. Et voilà, on se demande pourquoi cette exécution-là, si ça avait été le crime d'un rôdeur, pourquoi s'acharner à ce point? On a le sentiment de quelqu'un qui en veut à Xavier Baligan, qui veut l'anéantir, détruire presque jusqu'au corps. Ce n'est pas la première fois que l'on observe dans l'une de nos émissions l'inefficacité d'un système de vidéosurveillance. Non seulement la caméra, dans notre cas, n'enregistrait pas, mais elle était orientée vers l'autoroute et non pas vers l'aire de Malvaux. C'est vrai, ces systèmes de vidéosurveillance doivent eux-mêmes être surveillés par un opérateur qui bien souvent a sous les yeux de multiples écrans et un certain nombre de choses peuvent lui échapper. Et puis quand bien même il serait témoin de la commission d'un crime ou d'un délit, le temps qu'une patrouille de police ou de gendarmerie se déplace, les malfaiteurs auront eu largement le temps de fuir. Non Arnaud, rien ne peut remplacer le caractère dissuasif des patrouilles aléatoires. À en croire les témoignages de certains professionnels de la route, les aires de repos d'autoroute sont dangereuses. Il y a même un transporteur qui déclare que les routes françaises, c'est Chicago. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, on n'est plus à l'époque de l'attaque des diligences. Les routes françaises sont sûres. Ce qui est vulnérable, ce sont les camions et puis leur chargement.
Qui n'a pas entendu parler de cartons contenant des matériels Wi-Fi vidéo tombés du camion? Et puis les réservoirs de ces engins contiennent à peu près 1000 litres de carburant. Donc ils attirent les convoitises. Absolument, avec la hausse du prix du carburant, c'est tentant de les siphonner. Selon le garde-chasse que nous avons interrogé, l'aire de Malvaux serait un lieu de trafic, notamment en raison de sa situation géographique. L'hypothèse selon laquelle Xavier Baligan se serait retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment devient alors assez plausible. Oui, pourquoi pas. Mais en général, les trafiquants ou les voleurs ne sont pas des tueurs. Ils préfèrent mettre en fuite les intrus. Et puis, il ne faut pas oublier que le meurtre de Xavier Baligan a eu lieu près des toilettes de cette aire de repos. C'est l'endroit le plus éclairé de cette aire de stationnement. C'est aussi l'endroit où il y a le plus de va-et-vient. C'est pas l'endroit idéal pour y commettre un trafic. Et puis enfin, j'imagine même très mal, des trafiquants, quelle que soit la nature du trafic, protéger leur activité illicite avec un fusil de guerre de l'armée suisse. Les gendarmes de la section de recherche de Nancy savent que Xavier Baligan a quitté le camping ardéchois le lundi 18 juillet 2011, vers 20h, accompagné de ses 2 fils. Ils veulent maintenant retracer son itinéraire pour essayer de comprendre à quel moment le jeune père de famille a croisé la route de son tueur. L'arrêt sur l'aire de Malvaux était-il prévu? Xavier Baligan avait-il un rendez-vous? Ces 2 petits garçons, Dylan et Jordan, ont peut-être des réponses à apporter. Grâce aux différents tickets retrouvés dans le véhicule de Xavier Baligan, les enquêteurs ont retracé avec certitude le trajet du jeune père de famille. Il a tout d'abord emprunté la 7 jusqu'à Lyon, puis la 6 en passant par le péage de Villefranche-sur-Saône, pour enfin bifurquer aux environs de Dijon et s'engager sur la 31. Dylan et Jordan, qui étaient assis sur la banquette arrière du véhicule, sont les seuls témoins de ce trajet retour. C'est pour cette raison qu'à peine quelques heures après le drame, les 2 enfants sont auditionnés par les gendarmes. Nous sommes alors le 19 juillet. Il est 8h du matin. L'interrogatoire est mené au plus près des événements ou au plus près de la révélation des événements pour justement essayer d'avoir la parole la plus juste possible de l'enfant, parce que ces enfants étaient en capacité d'être entendus. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la prise en charge, c'est des enfants qui n'étaient pas dans une confusion, qui n'étaient pas dans un état d'agitation, qui étaient plutôt posés par rapport à la gravité des faits et qui étaient en état d'être auditionnés. Même si, encore une fois, cette audition est toujours un temps à risque pour un enfant. Les 2 frères sont auditionnés en même temps. On essaye toujours, dans la prise en charge, que ce soit une prise en charge judiciaire, une prise en charge psychologique, de garder la fratrie. Le grand frère, le petit frère, on parle à l'un, l'autre est présent. Après, on va vers l'autre est encore présent. Et c'est un vrai travail de tissage de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, pour essayer de maintenir ce lien fraternel qui va être un lien de survie pour ces 2 garçons, sans le mettre en danger. C'est-à-dire que si on les séparait d'emblée, c'est extrêmement violent, c'est une petite mort, hein. C'est tout ce qui leur reste, on les sépare en plus, ça serait extrêmement violent. Alors que l'audition des 2 enfants se poursuit, leur mère arrive de Belgique et veut absolument les voir. Mais les gendarmes lui refusent cette entrevue. Je pense que les enfants avaient besoin de voir quelqu'un qui connaissait. Je ne voyais pas le mal que ça pouvait faire que je puisse voir mes enfants, ne fût-ce que 5 à 10 minutes, pour leur dire « je suis là, je suis avec vous ». Les enquêteurs veulent éviter que les témoignages des enfants soient influencés. La parole de l'enfant, elle est extrêmement juste, extrêmement précieuse. On dit souvent qu'elle est fragile, mais elle est surtout fragilisée par les adultes et par les propos des adultes. L'enfant, en tant que tel, il a une parole assez pure, assez juste. C'est plutôt ce qu'en font les adultes qui va parasiter la parole de l'enfant. Les enfants racontent aux gendarmes leur voyage avec leur père. Ils expliquent qu'ils se sont arrêtés 3 fois pendant le trajet. Une première fois dans une station-service, puis dans une station de repos, avant de s'arrêter une dernière fois sur l'aire de Malvaux. Tout laisse à penser que Xavier Baligan s'est arrêté régulièrement pour éviter la fatigue au volant. Un ticket de paiement de la station essence découvert dans la voiture confirme les témoignages des 2 enfants. L'un des 2 petits garçons déclare aux gendarmes que leur père, durant le voyage, a reçu un SMS. Une déclaration qui intéresse fortement les enquêteurs. Ce SMS, à partir de là, dans la mesure où il n'a pas été retrouvé, on peut tout imaginer. On peut imaginer que quelqu'un lui a fixé rendez-vous, que quelqu'un le menaçait, qu'il devait amener quelque chose à quelqu'un. Les enfants ne peuvent pas en dire davantage sur ce message. Leur père ne leur a pas confié qui lui avait envoyé ce SMS.
L'avocat de la famille Baligan regrette que l'expéditeur de ce SMS n'ait jamais été identifié. Il y a ce fameux message que les enfants disent que leur père a reçu, un message SMS. C'est vrai que l'enquête de téléphonie ne révèle rien par rapport à ce message. On peut imaginer qu'il ait effacé ce message, on peut ignorer et on peut se demander pourquoi. On peut aussi se demander pourquoi on n'a pas retrouvé, puisque l'on peut quand même dans les mémoires de téléphone retrouver des messages même effacés. Donc c'est vrai que c'est une piste qui n'a pas nécessairement été explorée jusqu'au bout. Les deux petits garçons poursuivent leur récit. Ils racontent qu'une fois arrivés sur l'aire de Malvaux, leur père est sorti volontairement du véhicule, en promettant de revenir vite. Xavier Baligan s'est ensuite éloigné de sa voiture, son paquet de cigarettes dans sa sacoche. Il aurait pu se cacher pour éviter que ses enfants fument plus tard, par exemple. Ou leur donner une image de leur papa qui fumait, parce que c'est pas bien de fumer. Voilà. Dylan et Jordan évoquent avec précision ces derniers instants avec leur papa. En revanche, ils ne se souviennent absolument pas avoir entendu le bruit des détonations. Le sens de ces détonations par rapport à des routiers qui ont pu entendre un bruit étonnant, bizarre, qui leur a fait penser à une arme, par exemple, pour ceux qui connaissent les bruits d'armes, eux, ils se sont mis en alerte tout de suite. Pour des enfants, s'ils ont entendu des bruits secs, ils n'ont pas forcément fait le lien avec ce qui s'était passé pour leur père. Il y a peut-être eu des bruits, ils n'ont pas été en capacité de les signifier, de faire le lien entre ces bruits-là et l'absence de leur papa. Parce que dans sa représentation d'enfant, un coup de feu en pleine nuit sur un parking n'est pas quelque chose d'entendable. Michaela Jacobéus se souvient de sa lecture des procès-verbaux d'audition de ses fils. Je sais juste qu'un des deux a entendu crier ce soir-là. Pour le reste, je ne me souviens pas de détails vraiment frappants. Je sais juste qu'un des deux a entendu crier et ça m'a choquée. Les enquêteurs se sont interrogés sur l'origine de ces cris. Le petit garçon a-t-il entendu son père crier avant de mourir? À l'issue de leurs auditions, Dylan et Jordan ont retrouvé leur mère. Ils ont alors appris le décès de leur papa. Ils sont venus vers moi, mais tout de suite en me disant ah, « Papa a disparu, on l'a pas retrouvé ». Aussi petits qu'ils étaient très conscients de la situation, quoi. Le plus petit pleurait, il s'était fait pipi dessus, personne ne l'avait changé ou lavé. Donc directement, j'ai demandé qu'on puisse le laver, le changer, qu'il soit propre. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit il faut que je leur dise, quoi. Donc avec toute la force qui me restait, j'ai essayé de trouver les mots pour leur expliquer ce qui était réellement arrivé. Avec des mots que les enfants peuvent comprendre. L'autopsie du corps de Xavier Baligan va être réalisée à l'Institut médico-légal de Strasbourg le 25 juillet 2011. Les enquêteurs savent déjà que le tueur a tiré 5 fois sur sa victime. Ils espèrent obtenir des éléments complémentaires sur le scénario des faits et sur l'arme du crime. Avant de débuter son expertise, le médecin légiste cherche à savoir si des projectiles sont encore présents dans le corps de la victime. Dans l'affaire Baligan, le médecin légiste a fait réaliser des radiographies, un scanner. Ce sont des imageries qui sont essentielles en matière balistique, qui permettent de rechercher des projectiles qui seraient restés dans le corps. Ces radiographies montrent qu'une balle s'est logée dans l'omoplate droite de Xavier Baligan. Pour le médecin légiste, la plaie située au niveau du nombril est l'orifice d'entrée de ce projectile. L'expert va déterminer la trajectoire que cette balle a parcourue. Si le projectile rentre en région périombilicale, il ne rencontre pas trop d'obstacles puisque ce sont des tissus mous jusqu'à la colonne vertébrale. Là, il va impacter la colonne vertébrale, provoquer des dégâts osseux. Ce projectile a, au cours de son trajet, fracturé des côtes. Des éclats osseux ont alors provoqué de nombreuses plaies sur l'abdomen et dans le dos de la victime.
Le calibre 7,5 est un calibre extrêmement meurtrier. La balle pèse, selon les modèles, entre 9 et 11 grammes. C'est une balle qui est extrêmement longue et qui a tendance, dans certains cas, à tourner, auquel cas elle fait des dégâts absolument monstrueux. Xavier Baligan a reçu cette première balle alors qu'il était debout devant le bâtiment abritant les toilettes des femmes. Après avoir extrait le projectile du corps de Xavier Baligan, le médecin légiste poursuit son examen. Il conclut que la plaie située au niveau du cou de la victime est un deuxième orifice d'entrée. Ce tir a fait exploser la boîte crânienne de Xavier Baligan. Alors que l'autopsie s'achève, le projectile extrait par le médecin légiste est envoyé au service balistique de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Les gendarmes veulent identifier précisément le modèle de l'arme du crime. Le projectile en soi ne suffit pas. Il faut la conjonction des caractéristiques dimensionnelles de la balle et de l'étui pour déterminer le calibre avec précision et donc l'arme qui a pu éventuellement le tirer. Les douilles retrouvées sur la scène de crime correspondent parfaitement aux projectiles retirés de l'omoplate de la victime. Il s'agit d'une munition de 7,5 55 mm, utilisée par les fusils militaires suisses de la famille des Schmidt-Rubin, dont il existe deux modèles, le K11 et le K31. C'est un calibre réglementaire suisse. La munition a été conçue en 1911 et autour de cette cartouche a été développée une gamme de fusils. En l'occurrence, en 1911, un fusil modèle 1911 et une carabine modèle 1911. Et cette arme a été modifiée 20 ans plus tard, en 1931, pour donner naissance au fusil K31. En étudiant au microscope les douilles retrouvées près du corps de Xavier Baligan, les experts en balistique concluent que l'arme du crime est un K31 Schmidt-Rubin. C'est une arme qui est extrêmement répandue en Suisse. Ces fusils Schmidt-Rubin sont utilisés pour une discipline sportive qu'on appelle le tar, tir aux armes réglementaires, qui font qu'on a des armes précises pour un coût extrêmement modique. Il y a d'ailleurs une version du K31 qui a été développée pour les snipers. En partant de la base du fusil standard, l'arme est modifiée, elle est équipée d'une lunette et on a un modèle K31 sniper. C'est une arme qui va permettre de faire des tirs sans aucun problème à 400 ou 500 mètres. Plus de 700 000 K31 sont aujourd'hui en circulation. C'est donc une arme courante qui est aujourd'hui devenue une arme de collection. Si j'avais voulu tuer quelqu'un, je ne me balade pas avec un fusil de guerre, je prends une arme de poing. C'est plus facile. Papa, terminé, on n'en parle plus, hop, ni vu ni connu. Mais un fusil que vous devez armer, normalement viser, tirer, chaque fois, armer, viser, tirer, c'est pas c'est pan, 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 et ainsi de suite. Les expertises ont permis de déterminer avec certitude que l'arme du crime est un fusil de ce type, un Schmidt-Rubin K31. Le choix de cette arme peut sembler assez étonnant. En effet, comme on peut le remarquer, c'est une arme difficilement transportable. Elle mesure plus d'1,10 m et contrairement à une arme de poing, elle est très lourde puisqu'elle pèse près de 4 kg. Comme l'a dit notre expert en balistique, il s'agit d'une arme très efficace, très fiable, extrêmement précise, puisqu'un tireur entraîné peut faire un très beau carton à 400 ou 500 mètres quand ce fusil est équipé d'une lunette. Elle a également un pouvoir vulnérant assez puissant, c'est-à-dire qu'elle peut tuer. Elle peut tuer ou blesser jusqu'à une distance de 3 à 4 km. Alors il semblerait que l'auteur des faits ait tiré à 5 reprises sur sa victime, mais qu'il ne l'ait touché que 2 fois. Comment expliquez-vous qu'il ait été aussi imprécis? Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas l'habitude de manipuler ce genre d'arme? Non, absolument pas. Cette arme est normalement utilisée par un tireur posté, c'est-à-dire un tireur immobile, en général allongé, et le canon de l'arme repose sur un support fixe. L'utilisation qui en a été faite est tout à fait originale, tout à fait particulière, puisque le tireur avançait vers sa victime tout en tenant cette arme à bras francs, c'est-à-dire sans support, sans même l'épauler. Un des 2 petits garçons dit avoir entendu un cri. Pensez-vous que Xavier Baligan a eu le temps de voir son agresseur et de comprendre ce qui se passait?
Je ne peux pas répondre à cette question. Mais il me paraît étonnant que dans un même trait de temps, cet enfant ait pu entendre un cri de son père et n'ait pas entendu les détonations de cette arme. Pour moi, il est possible que ce cri soit postérieur au tir et provienne d'un des premiers intervenants. Un des garçons raconte également que son père a reçu un SMS pendant le trajet. Les expertises réalisées sur le téléphone portable n'ont pas permis d'identifier l'auteur de ce message ni d'en révéler son contenu. C'est tout de même curieux vu les technologies dont on dispose aujourd'hui. Je rappelle que l'affaire s'est passée en 2011. Ce qui est sûr, c'est que la provenance et le contenu de ce SMS pourraient être des éléments déterminants pour cette enquête. Comme on le fait habituellement, la batterie et la carte SIM de l'appareil ont été retirées pour éviter toute déperdition de données ou toute dégradation de l'appareil. Seulement, et ça paraît extrêmement curieux, l'expert n'a pas réussi à faire redémarrer l'appareil et de ce fait n'a pas pu en lire le contenu. À mon sens, une nouvelle expertise paraît indispensable. Les enquêteurs en savent maintenant plus sur la séquence criminelle, mais ils ne comprennent toujours pas quel peut être le mobile du crime. Ils décident donc de fouiller une nouvelle fois la vie de la victime et se tournent pour cela vers leurs collègues belges. Le parquet de Nancy a demandé à ce que des investigations soient réalisées en Belgique. Dans ce cadre-là, alors, c'est le parquet de l'autre pays qui est chargé d'exécuter en réalité les devoirs qui sont demandés par les enquêteurs français. Et donc, le parquet de Charleroi va exécuter un certain nombre de requêtes qui ont été demandées et donc va faire les investigations qui ont été requises en Belgique. Une perquisition du domicile de Xavier Baligan est effectuée. Les enquêteurs saisissent les disques durs de ces ordinateurs, mais leur analyse ne livre aucun élément intéressant. Des investigations sont aussi menées dans l'univers professionnel de la victime. On sait que Xavier Baligan travaillait pour un grand laboratoire pharmaceutique, GSK, donc c'était un élément qui va être pris en compte par les enquêteurs. De ce côté-là, ils ne trouveront rien qui puisse sembler probant ou justifier d'éventuelles menaces ou un acte aussi violent que ce qui a été commis sur Xavier Baligan. Les proches de Xavier Baligan vont alors être au centre de l'enquête. Les gendarmes veulent savoir qui était au courant que la victime rentrait en voiture le lundi 18 juillet 2011. Il n'y a pas grand monde qui sait que Xavier Baligan revient de vacances de ce camping d'Aubenas en Ardèche à ce moment-là, à cette heure-là. Il y a sa famille, ses proches, puisqu'il est en camping avec ses parents. Il y a Michaela Jacobeus, puisqu'elle doit récupérer les enfants. Et puis il y a l'entourage de Madame Jacobeus qui doit savoir que celui-ci remonte. Donc il y a peu de gens qui savent que Xavier Baligan remonte de vacances. Les enquêteurs s'intéressent alors à l'ex-femme de la victime. On n'est déjà pas bien parce qu'on perd vraiment quelqu'un d'important et puis se sentir suspecté en fin de compte, comme si on était des malfrats à nous fouiller, à nous interroger. On voyait qu'ils essayaient de tourner les questions pour savoir. Quand on comprend ça, on n'a plus envie de communiquer avec eux, c'est vrai. On répond oui ou non à leurs questions et basta. La famille de Xavier Baligan a peu d'éléments à fournir sur la jeune femme. C'est une belle femme, assez mystérieuse, on ne sait jamais trop la cerner. Enfin, moi, depuis le temps que je la connais, elle était toujours un petit peu très vague, très floue. Enfin, il y a toujours eu un flou sur elle. De sa manière de penser, on ne savait jamais vraiment qu'est-ce qu'elle pensait. Les gendarmes s'intéressent aussi tout particulièrement à José Oliveira, le compagnon de Michaela Jacobeus. Ce garagiste est entendu dès le lendemain du meurtre. Au cours de la première audition de José Oliveira, les gendarmes vont regarder ses moyens de communication, comme ils le font en pareil cas, et vont s'intéresser à son téléphone portable. Et là, ce qui leur saute un petit peu aux yeux, c'est qu'il n'y a plus aucun journal, des appels, des SMS sur le téléphone portable de José Oliveira. Pourquoi José Oliveira a-t-il effacé toutes les traces de ses appels et de ses SMS? Je n'aime pas garder 48 000 messages parce que, voilà, c'est pas important. J'efface des appels, j'efface des messages. J'aime pas avoir des listes d'appels. On peut regarder encore maintenant, c'est ma façon d'être. Et là, ils n'ont pas apprécié. Et pourquoi? Et qu'est-ce? Mais c'est comme ça. Cette explication ne convainc pas les gendarmes, qui se demandent si le garagiste ne leur dissimule pas des échanges accablants. L'expertise du portable de José Oliveira ne permettra pas de mettre à jour son journal d'appel et la liste de ses SMS passés et reçus.
Les investigations se poursuivent. Les enquêteurs veulent savoir qui est vraiment José Oliveira. Michael Québec est un journaliste belge. Il suit l'affaire Baligan depuis ses débuts. Nivelles est une petite ville. On sait très vite si quelqu'un a quelque chose à s'en reprocher. José Oliveira, bon, effectivement, a déjà eu des problèmes avec la justice. Il est connu pour avoir un caractère assez trempé, pour ne pas hésiter à faire preuve de menaces ou de violence. Bon, c'est connu. C'est alors que les gendarmes découvrent qu'au moment du meurtre, Michaela Jacobeus s'apprêtait à quitter José Oliveira. Pendant le temps où j'étais avec José, je me posais énormément de questions parce que j'avais laissé derrière moi mes enfants, non, mais j'avais laissé ma famille, entre guillemets, qui était Xavier. J'ai vécu 6 ans, en fait, avec des questions dans ma tête. On se voyait tout le temps. Dès qu'il m'appelait, il se confiait à moi. Il a eu quelques relations aussi, donc... voilà, tout en sachant, on s'était promis qu'un jour, on se retrouverait, donc on attendait le bon moment. Comment le garagiste a-t-il supporté l'idée que sa compagne puisse retourner avec son ex-époux? L'annonce d'une séparation imminente aurait-elle pu le conduire à assassiner Xavier Baligan? L'ex-compagne de Xavier Baligan gardait de très bonnes relations avec son ex-mari, avec Xavier. Certaines rumeurs disaient qu'ils pourraient éventuellement se remettre ensemble. En tout cas, ils se fréquentaient, ils étaient encore très proches. Et on se dit que voilà, la jalousie, comme c'est parfois le cas, pourrait être un des mobiles du crime. Pour la première fois depuis le début de leur enquête, les gendarmes de la section de recherche de Nancy pensent avoir découvert un mobile possible au meurtre. La piste passionnelle leur semble tout à fait crédible. Cependant, il est évident que José Oliveira n'a pas pu commettre personnellement le crime. C'est en effet lui qui a ouvert aux policiers belges venus annoncer à Michaela Jacobeus, 2 heures après le meurtre, le décès de son ex-mari. José Oliveira était en Belgique au moment des faits. Les gendarmes imaginent donc une autre hypothèse. Les enquêteurs sont dit matériellement, c'est impossible, niveau temps, etc. Donc il a payé pour. Voilà, c'est pas compliqué. Le commanditaire du meurtre. J'ai payé des gens, j'ai payé un contrat. Voilà, j'ai mis un contrat sur sa tête. Mais comment le garagiste belge aurait-il pu commanditer le meurtre? En Belgique, il existe certaines villes, certains coins. Je veux dire, s'il suffit d'aller du côté plutôt de Liège, de Charleroi, même de Bruxelles, des grosses agglomérations, où là, on peut très bien trouver des gens qui vont mettre en rapport avec d'autres gens. Enfin, vous savez comment ça va, hein, voilà, et de fil en aiguille, on va avoir un homme de main qui va avoir une arme et qui va pouvoir exécuter quelqu'un. C'est possible. Le juge d'instruction va alors profiter d'un rendez-vous fixé avec Michaela Jacobeus pour tenter d'obtenir de nouveaux éléments. À l'origine, cette entrevue était juste une rencontre organisée pour informer la jeune femme des avancées de l'enquête. Le 14 février 2012, Michaela Jacobeus entre dans le cabinet du magistrat et comprend vite que des soupçons pèsent sur elle et son compagnon. Quand elle était entendue la 2e fois au parquet de Nancy, près du juge d'instruction, ça donnait quand même l'impression du complot amoureux, très clairement. En ce qui concerne Mme Jacobeus, il est évidemment impensable qu'elle ait pu diligenter une quelconque entreprise contre le père de ses enfants. Au lendemain de cet interrogatoire de 4 heures, on se dit quand même, bon, il faut qu'on ait son avis. Voilà, on se pose des questions, nos lecteurs s'en posent aussi. Est-elle liée au meurtre ou pas? Donc voilà, il se fait que, par le plus grand des hasards, on l'appelle et elle accepte de nous rencontrer pour donner sa vérité, sa version des faits. Et elle nous dit, je suis innocente, José n'a rien à voir là-dedans non plus. Et elle nous dit très clairement, pour moi, les enquêteurs font fausse route. Le juge d'instruction n'abandonne pas pour autant cette piste et délivre une commission rogatoire internationale pour que les policiers belges entendent José Oliveira. 2 enquêteurs de la section de recherche de Nancy partent assister à l'interrogatoire. Pour moi, c'était plutôt une entrevue amicale, quelque chose sans... Mais là, on était en train de m'accuser de quelque chose. J'ai haussé un peu le ton pour dire on va arrêter. Alors, si vous le prenez comme ça... Et du coup, ils m'ont dit « Ah, tiens, monsieur Oliveira, vous êtes un sanguin. »
Et en partant, il y a les enquêteurs français qui disent, voilà, de toute façon, monsieur Oliveira, je ne suis pas, et ça m'a marqué, je retiens, des choses qui sont difficiles à retenir, moi là j'ai marqué. Je ne suis pas comme ici en Belgique. Nous, en France, on est des rouleaux compresseurs. On avance tout doucement, mais on écrase au fur et à mesure de l'avance. Je dis, mais avancez seulement. Pour moi, c'était du temps perdu. Vraiment, c'était du temps perdu. Je me dis, mais pourquoi ils ne vont pas chercher au bon endroit, quoi? José, la jalousie, non. C'était le premier à me dire de retourner avec, donc non, vraiment pas. Et puis, il aimait bien Xavier. José Oliveira admet qu'il était au courant que Michaela était sur le point de le quitter pour retourner s'installer avec son ex-époux. Elle n'a pas de famille. Elle a un frère, mais il est assez distant. Donc, je crois que c'était la seule personne qu'elle avait sur qui poser une épaule, parler. Puis, je crois qu'elle avait vu son avenir. Je crois, à mon avis, qu'elle avait pris une décision définitive de retourner avec, terminer ses jours avec ses enfants, avoir encore un enfant avec, etc. Je suis quasiment certain, tout s'effondre, évidemment. Mais le garagiste se défend d'être le commanditaire du meurtre de Xavier Baligan. Ma première femme, je suis resté 12 ans avec, j'ai eu une fille. Elle est partie avec mon meilleur ami, donc vous êtes trahi 2 fois. Hein? Mais on n'est jamais venu aux mains. Ma deuxième femme, où j'ai eu 2 enfants avec, après aussi presque 7-8 ans, elle est partie avec mon carrossier. Même chose. Ils sont toujours en très bonne santé. À Nivelles, les langues se délient et des affaires refont surface. Un des anciens employés de José Oliveira l'accuse d'avoir eu recours à des hommes de main pour régler un litige de 30 000 € à la suite de la perte d'un contrat avec une marque automobile. Des accusations que le garagiste nie en bloc. Pour embaucher des hommes de main, il faut être dans un certain milieu, j'imagine. Hein? Et pour quelle raison? Embaucher des hommes de main pour une histoire avec mon vendeur. Mais je crois que si je devrais embaucher, j'aurais cette capacité et ces contacts et financièrement les moyens d'engager un homme de main pour un imbécile qui m'a fait perdre ma marque, etc. Non, je crois pas. Je sais bien qu'à Nivelles, il n'a pas une bonne réputation non plus, mais je vois bien qu'avec les enfants, quand ils étaient ensemble, ils s'en occupaient super bien, très gentil. Quand on se voit, il nous dit bien bonjour. Enfin, quelqu'un avec qui j'ai jamais eu de soucis. Quand on réussit dans la vie et qu'on a besoin de personne, souvent on est critiqué. Donc déjà de par là, sa réputation avait été faite parce que les gens sont mauvais. Quand cette histoire-là est arrivée en plus, il y avait un bouc émissaire et les gens sont contents de mettre un peu de piment dans leur vie aussi. Donc c'était bien de trouver un coupable, quoi. Les investigations n'ont finalement pas permis de recueillir des éléments à charge contre José Oliveira. Rien ne permet de prouver qu'il ait pu commanditer le meurtre. Quand je regarde une parution dans un journal, que je lis ça, je dis tiens, un tel est suspecté de... Ma réaction à moi, c'était quoi? Je dis, si on le suspecte, c'est qu'il y a quelque chose. On ne peut pas le suspecter s'il n'y a rien. Donc, j'imagine ce qu'on peut penser à ce moment-là de moi. Voilà. Et j'étais abattu, quoi. Michaela Jacobéus a également été totalement mise hors de cause. Je pense que de ce côté-ci, il n'y a rien à trouver. Je pense que c'est du côté de la France qu'il faut chercher. Seuls les proches de Xavier Baligan savaient qu'il avait retardé son départ de 24 heures pour finalement prendre la route le lundi 18 juillet en fin de journée. La piste personnelle conduit donc les enquêteurs vers un petit nombre d'individus et très naturellement, leur attention se porte sur Michaela Jacobéus, l'ex-femme de la victime. Oui, bien sûr. C'est logique de l'avoir suspecté, mais moi je ne crois pas du tout en son implication. Je n'imagine pas que cette femme ait pu organiser le meurtre de son ex-mari alors que précisément il était en compagnie de leurs 2 jeunes enfants. C'est une maman attentionnée, c'est une maman aimante. Comment aurait-elle pu accepter que ces 2 enfants restent seuls en pleine nuit sur cette aire d'autoroute? Comment aurait-elle pu accepter que ces 2 enfants soient éventuellement témoins visuels de cet assassinat au risque d'être traumatisés toute leur vie? Non, c'est inconcevable.
Le juge d'instruction a profité d'un rendez-vous qui avait été fixé à Michaela Jacobus afin de l'informer des avancées de l'enquête, comme il doit le faire avec les parties civiles, pour finalement lui faire subir une véritable audition. On a un peu le sentiment que le magistrat a voulu s'exonérer des complexités procédurales engendrées par les commissions rogatoires internationales. Le juge pouvait bien sûr adresser une CRI, une commission rogatoire internationale, pour que les autorités belges demandent à la police de Nivelles d'entendre cette femme. Il a préféré la convoquer dans son bureau pour l'entendre lui-même. C'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus instructif que de lire un simple procès-verbal. Ça, c'est un peu froid. Il l'a convoquée, elle est venue dans son cabinet, il en avait parfaitement le droit. Finalement, les enquêteurs vont concentrer leurs investigations sur le compagnon de la jeune femme, ce qui nous amène à la piste du crime commandité, puisqu'il est établi qu'il était en Belgique au moment du meurtre. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse ? C'est vrai que parmi les proches de la victime, seul José Oliveira semble avoir un mobile crédible pour avoir commandité cet assassinat. Mais ça n'en fait pas pour autant un criminel, ça n'en fait pas pour autant le tueur. D'autant que les enquêteurs n'ont pas trouvé parmi ses contacts quelqu'un capable de commettre un tel homicide. Et puis on en revient toujours au même problème, c'est celui de l'arme utilisée. Je n'imagine pas un tueur à gages utiliser un fusil de l'armée suisse pour commettre ce crime. Non, c'est pas possible. L'enquête sur le meurtre de Xavier Baligan va brutalement prendre une toute autre direction. Près d'un an après la mort du jeune père de famille, un quadruple homicide commis en Haute-Savoie va présenter des similitudes troublantes avec le crime de l'aire de Malvaux. Le 5 septembre 2012, une famille de Britanniques et un cycliste français sont froidement abattus sur un parking en Haute-Savoie. La nouvelle de ce quadruple meurtre bouleverse la famille de Xavier Baligan. J'ai espéré à ce moment-là, justement, je me dis, ben voilà, c'est peut-être la piste à suivre ou pas. Lorsqu'on apprend qu'il y a cette fameuse tuerie à Chevaline, effectivement, dans le chef de mes clients de m'interpeller et de me dire ça ressemble très fort à ce qui s'est passé avec Xavier Baligan, puisqu'on a un petit peu le même scénario, à savoir qu'on assiste à une véritable exécution. On a à chaque fois des touristes étrangers qui sont exécutés dans des conditions très particulières, des enfants qui sont présents aussi à ce moment-là. On a quand même un certain nombre d'éléments qui posent question sur ces deux attaques meurtrières à quelques mois d'intervalle et avec des conditions relativement similaires. Tueur froid, professionnel, visé précis, donc il ne rate pas sa cible. Il achève ses victimes touchées, en contact direct. Quel rapprochement peut-on faire entre les deux affaires ? Est-il possible qu'il n'y ait qu'un seul et même auteur ? Ce qui est certain, c'est que le meurtrier de Xavier Baligan et l'auteur de la tuerie de Chevaline ont un profil similaire. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'un tireur fou, d'un psychotique. Les tueurs psychotiques sont très désorganisés. Très souvent, après avoir tué ils sont en errance. On les retrouve déjà assez souvent ailleurs ou ils ne cherchent pas forcément à cacher leurs crimes. Là, ça semble extrêmement organisé, ça ne rentre pas au niveau criminologique dans les profils de passage à l'acte que l'on peut voir chez des personnes psychotiques. Dans la tuerie de Chevaline, comme dans l'affaire Baligan, des enfants étaient présents au moment du crime. C'est une autre coïncidence troublante. Les enfants de Xavier étaient dans la voiture, le tueur aurait pu éliminer tous les témoins, il ne l'a pas fait. À Chevaline, pareil, il y avait une petite fille sous les sièges, il le savait sans doute, mais il l'a laissé vivre. La présence des enfants est souvent un élément justement qui interdit le passage à l'acte. Quelqu'un qui a des ressources, quelqu'un qui est pris dans un état de colère par exemple, quand il voit les enfants au moment où il est en train d'agir, à ce moment-là, ça a plutôt tendance au contraire, à faire en sorte qu'on ne tue pas. Dans chacune des deux affaires, les enquêteurs sont persuadés d'être face à un tueur déterminé et méthodique. Pour commettre des crimes à des endroits aussi fréquentés que l'aire de Malvaux ou le parking de Chevaline, le tireur a fait preuve d'un sang-froid étonnant. Un autre point commun entre ces deux affaires va interpeller les enquêteurs. Le ou les tueurs ont utilisé des armes de l'armée suisse, des armes de collection. Pour l'affaire Baligan, un fusil K31. Pour la tuerie de Chevaline, une arme de poing, un Luger P06.
Ce qui m'interpelle le plus, personnellement, c'est l'originalité des armes qui ont été utilisées. Je ne connais pas de cas où un fusil Schmitt-Rubin K31 ait été mêlé à une affaire criminelle. Et concernant l'affaire Chevaline, a priori, c'est un calibre particulier. Là encore, je ne connais pas d'autres affaires où ce type d'arme a été utilisé. Le Luger P06 et le K31 sont à l'époque des faits considérés en France comme des armes de guerre. Leur détention est soumise à une autorisation préfectorale très stricte. Mais en Belgique et en Suisse, des bourses aux armes sont régulièrement organisées et rendent donc ces fusils et ces pistolets facilement accessibles. On pourrait peut-être avoir affaire à quelqu'un fan des armes de guerre de collection, peut-être quelqu'un qui vient de la Suisse ou qui a une base de repli vers la Suisse et qui viendrait commettre ses coups en France. On ne peut pas exclure avoir affaire à un même tireur spécialisé, collectionneur dans les armes de guerre suisses. Pourquoi pas, tout est possible. Hein. Ça ne me paraît pas si farfelu que ça d'imaginer aujourd'hui que Xavier Baligan aurait été victime, pourquoi pas, d'un tueur en série. C'est une piste, comme une autre, qui fait peur quand même. Aujourd'hui, les procureurs en charge des deux affaires restent très prudents. Ça rejoint un petit peu le style Xavier, c'est que si on ne trouve pas dans les 8 jours, qu'est-ce qu'ils font? Il faut comme pour Xavier, ça va durer des années. La piste du tueur en série qui aurait sévi dans la région de Nancy avant de commettre le quadruple meurtre dans les Alpes françaises reste extrêmement fragile. Penser qu'un meurtrier ait pu vouloir se rôder en tuant d'abord Xavier Baligan paraît assez surprenant. Pourquoi commettre un crime d'une telle ampleur, prendre autant de risques pour ensuite aller tuer ces Anglais quelques mois après? Pour l'instant, aucun lien ne permet de relier ces deux affaires. Peut-être que l'avenir dira qu'il y avait un lien, mais pour l'instant, tout état de cause, il n'y en a pas. Dans les deux affaires, les victimes sont des touristes et les armes utilisées sont des armes de l'armée suisse. C'est un tabloïd anglais, le Sun, qui le premier a effectué un parallèle entre ces meurtres. Pour ceux qui l'ignorent, le Sun est un journal qui privilégie le scoop, le sensationnel, à la réalité des faits. Les journalistes anglais qui ont largement médiatisé ce rapprochement se sont fondés sur une fausse information, à savoir que les armes utilisées à Chevaline et à Malvaux étaient les mêmes. Or, on sait maintenant que c'est totalement faux, que ce n'est pas vrai. Un autre élément a retenu l'attention des observateurs. À Chevaline, comme sur l'aire de Malvaux, les enfants des victimes étaient présents. Est-ce que cet autre rapprochement vous semble pertinent ? Non, cette seconde comparaison n'est pas plus pertinente ni judicieuse que la première. Si, à Chevaline, le tueur a vu au moins l'un des enfants, je crois que sur l'aire de Malvaux, le tueur n'a vu aucun des enfants. D'abord, il faisait nuit. Ensuite, Xavier Baligan s'était éloigné de sa voiture. Et puis enfin, de l'endroit où sont tirés les coups de feu, le tueur ne peut pas voir la voiture où se trouvent les enfants. Le bâtiment qui abrite les toilettes la cache à ses yeux. Alors pour être clair, vous excluez l'hypothèse d'un tueur unique dans les deux affaires. Oui, je ne crois pas en l'hypothèse d'un seul et même tueur. En revanche, on peut peut-être, et je dis bien peut-être, avoir affaire à deux tueurs aux profils identiques, c'est-à-dire à deux psychopathes, à deux déséquilibrés, qui tirent au hasard sur des victimes innocentes qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est la pire des hypothèses pour les enquêteurs, parce qu'on sait très bien qu'il est très difficile de remonter jusqu'à l'auteur quand celui-ci n'avait pas de lien préexistant avec sa victime. Il reste, Jean-Marc, une dernière piste que nous n'avons pas envisagée, celle d'un rendez-vous secret que Xavier Baligan aurait eu sur l'aire de Malvaux. Oui, on sait par un de ses deux fils que la victime a reçu un SMS en cours de route. Hélas, l'enquête n'a pas permis ni d'en déterminer l'origine, ni d'en déterminer le contenu. Et c'est bien dommageable, parce que c'est peut-être la raison de son arrêt sur cette aire d'autoroute. Une des difficultés dans cette enquête réside dans le fait que la victime est belge et que les faits ont lieu en France. Pour mener leurs investigations sur l'entourage de la victime, les enquêteurs français doivent sans arrêt s'adresser à leurs homologues belges. Même si ceux-ci ont bien collaboré, c'est toujours un handicap qui ralentit et complique les investigations. On se demande pourquoi lui, pourquoi là, pourquoi cet endroit-là, pourquoi à ce moment-là. Malheureusement, les réponses ne viennent pas et j'ai encore aucune réponse. Et je
J'espère qu'un jour on en aura en tout cas. Je pense pas qu'il y ait eu une journée depuis son décès où j'ai pas pensé à lui, très franchement. Les proches de Xavier Baligan espèrent qu'ils connaîtront un jour la vérité. Ils veulent savoir, ne fût-ce que pour les 2 petits-enfants, de savoir qui a tué leur père. Je crois que c'est essentiel de savoir que celui-là sera puni et que la mémoire de Xavier sera sauvegardée. Je pense que c'est un devoir qu'ils ont par rapport à ces petits-enfants. Je pense que toute personne étant dans notre cas voudrait la même chose que nous. C'est de connaître la vérité, tout simplement. Ça restera toujours très difficile pour nous à accepter, maintenant pour comprendre et pouvoir continuer à avancer un peu plus sereinement, entre guillemets, parce que tant que cette affaire n'est pas élucidée, on ne vivra pas bien. Mais plus le temps passe, et plus les espoirs d'élucidation s'amenuisent. Cette perte de temps, c'est toujours bon pour l'auteur. Hein. Ça. Parce que c'est une course contre la montre, je vais dire. Hein. Si on ne trouve pas dans les 8 jours, ça risque de traîner. Hein. Que la crapule qui l'a tué, elle court toujours. Tout ce que j'espère, c'est que on ne la côtoie pas. Ce serait vraiment le bout de son homme de l'affaire, quoi. Je ne m'autant pas y passer. Le meurtre de Xavier Baligan est très paradoxal. Ce jeune père de famille a été tué dans un lieu de passage, pourtant aucun témoin ne s'est manifesté. Il menait une vie sans histoire, pourtant son crime ressemble à un véritable règlement de compte entre mafieux. Ces 2 petits garçons étaient présents au moment du crime, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, malgré les détonations extrêmement bruyantes. Fatigués par la route, ils se sont endormis dans la voiture en attendant le retour de leur papa. Ce sont encore de tout jeunes enfants qui, pour devenir adultes, devront accepter l'injustice de la mort de leur père. Une mort d'autant plus intolérable qu'elle reste à ce jour inexpliquée. Bonsoir.